Donc, vous devriez déjà avoir une idée du vocabulaire relié aux formes des ondes. Pas juste ça, mais des ondes mécaniques en particulier, et les deux types d'ondes, soit transversales ou longitudinales. Maintenant, on va aller voir d'autres propriétés des ondes qu'on ne peut pas mesurer aussi facilement de façon visuelle. Donc, avec la longueur d'onde ou avec l'amplitude, on peut avoir des points de référence visuels qu'on peut utiliser pour mesurer ces caractéristiques. Donc, des choses que vous devrez savoir. De 1, on pourrait mettre que ceci est une impulsion. Donc, si ceci est mon milieu à l'équilibre, j'envoie une impulsion. Voici une bosse qui va se diriger de gauche à droite. On appelle ça une impulsion, tandis que ceci, on appellerait ça une onde. Okay? C'est une onde au complet. J'ai une crête et un creux, pardon, un creux et une crête. Ensemble, ça va faire une onde. Effectivement, si je reprends ceci, puis je fais un copier-coller, puis je le mets ici, on remarque que ça recommence. Hein? On pourrait voir que ça continue d'un bout à l'autre. Donc, on pourrait avoir ce qu'on appelle un train d'onde. Donc, plusieurs ondes ensemble fait un train d'onde. Le devant de l'onde, la première partie de l'onde qui avance, on appelle ça le front d'onde, toutes les choses qu'on a vues jusqu'à là. Maintenant, imaginez, une onde, ça n'existe pas de façon statique. C'est pas stationnaire, ça ne reste pas juste de même immobile. C'est en train de bouger. Donc, si on pense à quelqu'un qui envoie une onde, donc tu tiens une corde à danser ou un slinky, tu la secoues, tu vas de haut qui fait une crête, et ensuite tu en bas qui fait une creux, et tu reviens à ta position d'équilibre. Tu viens d'envoyer, disons, cette onde ici. On va l'arrêter là. D'ici jusqu'à là, je viens de l'envoyer. Elle est en train d'avancer. Les choses importantes à remarquer maintenant, les caractéristiques qu'on va aller voir, c'est le temps que ça a pris pour produire l'onde. Donc, imagine que j'ai secoué, puis ça a pris 2 secondes pour former l'onde elle-même. Donc, ça a pris 2 secondes pour former mon onde. Ça veut dire que, de mon origine, quand j'ai commencé à la secouer, et le temps que ça a terminé, j'ai compté 2 secondes. Donc, effectivement, j'ai commencé à secouer, mon onde est arrivé jusqu'ici, et j'ai terminé mon onde. Donc, le temps que ça a pris pour avancer d'une longueur d'onde, effectivement, était 2 secondes. On appelle ça la période. La période, c'est le temps que cela prend pour former une onde, ou pour qu'une longueur d'onde, se déplace. Inversement, on a la fréquence. La fréquence est combien d'ondes est-ce qu'on peut envoyer par seconde? Là, pensez-y. Si j'étais capable d'envoyer une onde en 2 secondes, combien est-ce que j'ai envoyé dans 1 seconde? Bien, ça m'a pris 2 secondes pour en envoyer une au complet. Coupe mon temps en 2. Bien, j'en ai pas envoyé une au complet. Hein? J'ai juste envoyé la moitié d'une onde. Donc, ma fréquence serait 0,5. Là, les unités de mesure seraient des 1 sur seconde. Au lieu de mettre des 1 sur seconde, ça, c'est l'unité de mesure avec les unités de mesure de base, des secondes. Au lieu de mettre des 1 par seconde, on remplace cette unité de mesure avec des hertz. Hz. Vous avez déjà vu des hertz, Hz? Donc, ça, c'est des hertz. Il y a une relation entre ces deux valeurs. La relation est que la fréquence est l'inverse de la période. Si ma période est 2 secondes, bien, 1 sur 2, c'est une demi, 0,5 Hz. On pourrait aussi écrire l'inverse. La période est l'inverse de la fréquence. Remarquez, c'est la deuxième. On voit beaucoup de t en physique. Le petit t, c'est souvent l'intervalle de temps, quand on parle de la cinématique, dynamique, etc. Dans la dernière unité, grand T était notre température. Maintenant, grand T, c'est la période. Ce n'est pas n'importe quel intervalle de temps, c'est l'intervalle de temps pour une oscillation complète. Okay? Période quand on met un grand T. Donc, ça, c'est 2 choses que tu dois reconnaître. La période d'une onde, le temps que ça prend pour former une longueur d'onde au complet. Et l'inverse de ceci, c'est la fréquence. C'est combien de ces ondes est-ce que je peux envoyer par seconde. Passons maintenant à l'équation universelle des ondes. Comme on vient de mentionner, les ondes ne sont pas statiques. Ils ne vont pas rester à une place et c'est beau that's it. Ça ne serait pas une onde, ça serait, je sais pas, un milieu avec des bosses, un désert, disons, un désert de sable. Techniquement, en passant, les gros sand dunes, c'est comme des vagues. Ça agit comme un fluide sur des énormes périodes de temps. Donc, vraiment, c'est en train de bouger comme une onde. Ça a l'air statique, mais en réalité, c'est en train de bouger très, très, très tranquillement. Peu importe. Une onde, ça bouge. Ça bouge à une certaine vitesse. Pour une vitesse, on veut trouver un déplacement par rapport à un montant de temps. C'est bon. Tout à l'heure, on avait parlé d'un montant de temps et d'une certaine longueur. Mon onde va avancer de lambda. Ça, c'est une longueur d'onde. Ça, c'est une distance. Combien de temps que ça lui prend pour faire
une longueur d'onde au complet, ben, on vient juste de définir c'est quoi une période. Voici la base de l'équation d'onde universelle. Effectivement, la vitesse est égale à lambda, la longueur d'onde, sur la période. 1 sur F, c'est quoi? Pardon, 1 sur T, c'est quoi? C'est la fréquence. Donc, voici deux formes de l'équation d'onde universelle. Souvent, on va utiliser celle-ci plus que d'autres, puisqu'on utilise beaucoup plus souvent la fréquence pour d'autres raisons. Mais c'est une relation qui va devenir très importante quand on va analyser les différentes situations d'onde. Autre petite chose à se rappeler. La vitesse d'une onde dépend strictement du milieu. Ceci veut dire une onde qui se propage dans différents milieux va avoir différentes vitesses. V varie d'après le milieu. Tu peux avoir une énorme amplitude ou une petite amplitude, tu peux avoir une énorme fréquence ou une petite fréquence. Peu importe, dans un milieu, n'importe quel type d'onde que tu vas envoyer dans ce milieu va avoir la même vitesse. Okay? Donc, quand on parle, on a des ondes longitudinales qui sont en train de passer à travers de l'air, des ondes de compression. Peu importe c'est qui parle, que ce soit moi, que ce soit Mitchell, que ce soit Sierra, que ce soit un élève de deuxième année, que ce soit une sirène, que ce soit un son très aigu, chaque son dans l'air va bouger à la même vitesse. Ça, c'est qu'est-ce que V dépend strictement du milieu veut dire. Deuxième chose, la fréquence dépend strictement de la source. Une fois qu'un son est émis ou une fois qu'une onde quelconque est émise, la fréquence ne variera jamais. Les ondes peuvent passer dans différents milieux. Les ondes sonores peuvent passer de l'eau à l'air, de l'air à l'eau, à travers d'un mur même. Ils peuvent se transmettre d'un milieu à un autre. Quand un son passe de l'air à l'eau, la vitesse change puisque le milieu a changé. Donc, la vitesse change à cause que le milieu a changé. La fréquence, elle, ne changera pas. Si le son a déjà été émis à 500 Hz, le 500 Hz reste constant. On a changé de milieu, qui veut dire que la longueur d'onde, elle, doit changer en fonction aussi. Okay? Donc, il y a des choses importantes à se souvenir ici. Je vous avais dit, c'est très conceptuel. Il y a plusieurs choses à apprendre, malheureusement, par cœur. Premièrement, la vitesse dépend strictement du milieu. Si le milieu commence à varier, la vitesse peut changer, la vitesse de l'onde. La fréquence, elle, va seulement dépendre de la source. Une fois qu'un son est émis d'une source et l'onde est partie, elle ne peut pas changer de fréquence. Elle peut changer de vitesse, elle peut changer de longueur d'onde, mais elle ne peut jamais changer de fréquence. OK. Allons parler de la réflexion des ondes. Ici, j'ai deux situations différentes. C'est un peu plus clair dans vos notes, et je vais même envoyer une petite simulation à jouer avec. Pensez à une situation où je prends une corde et je l'attache d'une façon fixe à un mur. Okay? Ça, c'est ma première situation. Dans la deuxième, imaginez un poteau où j'ai mis un anneau, et l'anneau est attaché à ma corde. Donc, c'est libre à bouger de haut en bas sur le poteau. Donc, dans la première situation, puis ça, c'est une démonstration qui se fait bien en classe. Malheureusement, on ne pourra pas la voir, mais vous pouvez l'essayer à la maison. Donc, imaginez que j'envoie une impulsion dans ma corde dans ma première situation. Quand mon impulsion est en train d'avancer, elle va frapper un obstacle. Donc, vocabulaire, on appelle ça une onde ou une impulsion incidente. Quand une onde ou une impulsion se dirige vers un obstacle, c'est incident. C'est un vocabulaire qu'on utilise. Quand ça va frapper quelque chose, ça frappe un obstacle. Quand elle va revenir, quand elle va être réfléchie, on appelle ça une onde réfléchie. Donc, vocabulaire, j'envoie une impulsion incidente à un obstacle. Quand elle frappe l'obstacle, quelque chose se produit. Donc, il va y avoir une interaction et il va y avoir une onde qui va être réfléchie. S'il n'y a aucune partie de l'onde qui est transmise, on va parler de ça bien tout à l'heure, donc il n'y a rien qui est transmis, il n'y a aucune friction, on néglige toutes les frictions, les frottements, aucune perte d'énergie, l'onde va revenir parfaitement à l'envers avec la même amplitude. Même amplitude veut dire qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Elle va revenir dans l'autre direction et elle va revenir à l'envers. Okay? Donc, j'envoie mon impulsion, l'onde s'en va, elle frappe l'obstacle, elle revient à l'envers. Vous pouvez essayer ça avec une corde à danser ou une corde quelconque qui est attachée fixe à un point. Ça se fait super bien avec un slinky. Donc, ça, c'est la première façon de réfléchir une onde ou une impulsion. On pourrait envoyer plusieurs ondes, ils vont toutes revenir à l'envers. Deuxième situation, si mon point n'est pas fixe, si mon point ici est libre à bouger, il y a quelque chose d'autre qui se produit. Une fois que mon impulsion incidente frappe l'obstacle, elle va être réfléchie dans la même direction. Pardon, pas la même direction, dans la même orientation, vers le haut, ça sera une crête encore, mais dans la direction opposée, elle est réfléchie. Donc ça, c'est deux cas particuliers. Quand une onde frappe un obstacle qui agit comme un point fixe, elle est réfléchie à l'envers.
Quand elle frappe un obstacle qui agit comme un point libre, elle réfléchit dans la même orientation. Okay? Toujours dans la direction opposée. Il faut qu'elle revienne. Ça, c'est comment que les réflexions se produisent. S'il n'y a aucune perte d'énergie, l'amplitude initiale est égale à l'amplitude finale. Parlons maintenant vite fait des transmissions. Maintenant, on va parler lorsqu'une onde est transmise. Lorsqu'une onde est transmise, ça veut dire qu'elle passe d'un milieu à un autre. Donc, pensez que quand tu parles, le son qui sort de ta bouche est une onde qui va passer de l'air qui peut rentrer dans un mur et passer à travers de l'autre. Mais en passant à travers du mur, il est dans un nouveau milieu. Il faut qu'il passe à travers du bois, du béton, peu importe. C'est quoi qui est fait de ton mur. Similairement, quand tu cries autour de l'eau, tu crées un son dans l'eau, dans un milieu qui peut sortir dans l'air et bouger à une autre vitesse. Donc, allons voir qu'est-ce qui arrive. Donc, premièrement, allons voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on envoie une onde d'un milieu vite à un milieu lent. Donc, imaginez que j'envoie une impulsion d'une certaine grandeur et une certaine amplitude vers la droite. Mon impulsion avance, elle va passer à travers d'une certaine façon. La partie qui va être transmise, si elle est complètement transmise, donc imaginez qu'il n'y a aucune partie qui est réfléchie, on va voir ce cas bientôt, mais on va imaginer que toute mon onde est transmise d'une à l'autre. Bien, en passant à un milieu qui est moins vite. Ici, mon onde était capable de parcourir une demi-longueur d'onde sur un certain temps. Étant donné le même temps maintenant, bien, elle va parcourir une plus petite distance. Donc, en passant à un milieu qui est moins vite, j'ai encore la même amplitude, mais cette fois, mon impulsion ou ma longueur d'onde est plus courte. Elle arrive dans quelque chose, elle ne peut pas couvrir une aussi grande distance qu'avant, parce qu'elle bouge moins vite. V2 est moins vite. Similairement, si je passe d'un milieu lent à un milieu plus vite, ça se peut que j'ai genre une longueur d'onde, disons, même grandeur que l'autre. Une fois qu'elle passe, maintenant qu'elle va dans un milieu qui est beaucoup plus vite, même amplitude, il n'y a aucune perte d'énergie, toute l'onde a été transmise, sauf que maintenant, elle couvre une plus grande distance. Donc ça, c'est des cas où il y a un changement de vitesse dans les milieux. Réalité, ceci se produit presque jamais. Allons voir qu'est-ce qui arrive vraiment. On va faire l'expérience, ou au moins l'exemple d'une impulsion qui s'en va d'un milieu vite à un milieu lent et d'un milieu lent à un milieu vite. Okay? Relativement. Je vais envoyer une onde qui est similaire dans les deux cas, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Quand une onde frappe une interface, ici, un obstacle, mon onde incidente ici va avoir une partie, en réalité, c'est ce qui se produit, il va avoir une partie qui va être réfléchie et une partie qui va être transmise. Là, les choses vont devenir intéressantes parce qu'on doit considérer les deux derniers exemples qu'on a vus, la réflexion et la transmission. Donc, en rouge, je vais dessiner les ondes réfléchies. En bleu, c'est mon onde incidente. Elle arrive, elle va frapper, et après, il y a quelque chose qui se produit. Mais comme tout à l'heure, on avait dit, quand on passe de vite à lent, ma longueur d'onde, ou ma demi-longueur d'onde pour l'impulsion, diminue. Elle n'est plus aussi longue. Donc, je vais avoir quelque chose qui est un peu plus petit, mais une autre chose à remarquer, c'est que je vais aussi avoir une partie qui va être réfléchie de l'autre côté. Lorsqu'on passe de vite à lent, ceci, l'interface, agit comme un point fixe. Qu'est-ce qui arrivait quand un autre appelle un point fixe? Elle revenait à l'envers. Okay? Je veux que vous remarquiez une autre chose. Là. Je suis en train de dessiner des petites amplitudes. Donc, des amplitudes plus petites. Pourquoi est-ce que je suis en train de dessiner des amplitudes plus petites? Donc, elle est en train de continuer à droite, elle est réfléchie vers l'arrière. Mais j'avais une amplitude, disons, de 1, et maintenant, j'ai une amplitude de, disons, 0.75 et 0.25. Qu'est-ce qui est arrivé à l'énergie initiale dans mon onde? Elle s'est séparée. On ne peut pas avoir de gain ou de perte d'énergie. Donc, j'ai une partie qui est transmise, qui s'en va dans l'autre direction, qui est revenue un peu plus étroite. Et ici, je devrais avoir la même longueur d'onde, mais juste plus petite. Là-bas, ça va être moins grande. Donc, il y a une perte d'amplitude puisque l'énergie est maintenant séparée sur deux nouvelles ondes, une onde transmise et une onde réfléchie. Mais leurs longueurs sont un peu différentes. Dans un milieu moins vite, on pourrait même l'exagérer un peu plus. Tiens, j'ai une plus petite longueur d'onde, tandis qu'ici, elle a resté pareil, elle a resté dans le même milieu. Similairement, mais un peu différent ici, je vais avoir une partie qui va être continuée dans un milieu plus vite. Donc maintenant, je vais avoir quelque chose de même. Longueur d'onde a agrandi, ou la longueur de mon impulsion a agrandi, l'amplitude a diminué, à cause qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi. De vite à lent, c'est comme être un point fixe. De lent à vite, c'est comme être un point libre. C'est comme avoir un obstacle où c'est un point libre. Donc, ça revient du même côté, même grandeur, mais une plus petite amplitude, étant que l'énergie initiale dans mon onde s'est séparée en deux.
Donc ça, c'est des cas parfaits. Donc ça, c'est un cas où tu envoies un son, tu parles à travers et ta voix frappe une vitre. Donc, elle frappe la vitre, tu vas avoir une partie qui est réfléchie, tu entends un écho. C'est pour ça qu'on est capable d'entendre des sons dans une salle, mais quelqu'un à l'extérieur peut quand même entendre ton son aussi. Donc, une partie de ta voix a été transmise, l'autre a été réfléchie. Puisque l'onde s'est séparée, l'énergie initiale dans l'onde est séparée dans les deux. En réalité, encore, si on rajoute un autre détail, c'est possible que dans la transmission, il y ait eu des pertes aussi. Quand que l'onde passe à travers de la vitre ou dans un nouveau milieu, ça se peut que le milieu lui-même, les molécules de vitrine, les cristals sont en train de frotter une contre l'autre, ça se peut qu'il y ait des petites pertes aussi. Mais en gros, on pourrait dire que la conservation de l'énergie est respectée, à moins qu'on dise autre chose. C'est tout pour ça. Passons à quelques petits exemples d'application de ces concepts. Dans le premier exemple, dans un monde idéal, ça serait imprimé et on le mesurait directement nous-mêmes. Malheureusement, je n'ai pas d'imprimante chez nous, donc je n'ai pas pu l'imprimer. Donc, suivez avec moi, on va s'inventer des mesures. On a une situation où on a envoyé une onde. On envoie un train d'onde. On est en train de secouer une corde qui envoie des ondes dans une certaine direction. Donc, vous dites la vitesse vectorielle est vers là-bas. Okay? Donc, on connaît la vitesse de l'onde. Elle se propage de gauche à droite à une certaine vitesse. Moi, je te demande, va mesurer directement l'amplitude de la longueur d'onde. Donc, on devrait être capable d'aller mesurer ça. Et ensuite, calculer c'est quoi la fréquence. Puis nous autres, on va aussi aller trouver la période puisque c'est quand même facile. Donc, premièrement, pour la longueur d'onde, on aurait à se trouver deux points identiques qui se répètent. Donc, on pourrait prendre la distance entre deux crêtes, la distance entre deux creux. On pourrait trouver deux points parfaitement alignés de gauche à droite. Ça n'a pas d'importance. Ça devrait donner toute la même réponse. Donc, commençons avec deux crêtes. Lambda, on va s'inventer une belle mesure. Imaginons que c'est de 15 cm. Et c'est beau. 15 cm. Donc, lambda est égal à 15 cm. Maintenant, je te demande de calculer l'amplitude. Là, l'amplitude, c'est facile à trouver, mais il faut que tu penses à des affaires un peu. Ici, je ne t'ai pas donné le milieu, donc tu ne peux pas aller te référer d'ici à un certain point milieu. Il n'y a pas de grille ou rien. Donc, il faut que tu trouves une autre façon de le faire. Personnellement, la façon la moins difficile à le faire, sans trop niaiser avec essayer d'estimer, moi, ce que je ferais, c'est je prendrais une règle, puis je tracerais 2 points. Je prendrais mes 2 points minimums, je tracerais une ligne. Je ferais la même chose avec ça. Je mesurerais cette distance, puis ensuite, qu'est-ce que je ferais? On la diviserait par 2. Donc, imaginons que c'est de 8 cm qu'on mesure, d'en haut ici jusqu'en bas là. Ça veut dire que l'amplitude, je vais avoir la moitié en haut, la moitié en bas, je divise par 2, j'ai 4 cm. Voilà. Maintenant, pour la fréquence. La fréquence, je n'ai pas de timer, il n'y a rien que je peux faire pour calculer, pas pour calculer, mais pour mesurer la fréquence directement, je vais aller la calculer. Pour trouver ceci, je peux utiliser une relation entre la vitesse et la longueur d'onde, qui est l'équation d'onde universelle. V égale lambda F. Ceci s'applique pour toutes les ondes, même les ondes qui ne sont pas mécaniques, comme les ondes électromagnétiques, comme la lumière. Donc, vitesse, on la connaît. Lambda, on l'a mesuré. On peut donc isoler la fréquence. Fréquence égale V sur lambda. La vitesse est 3,4 mètres par seconde. Lambda est de 0,15 mètres. N'oubliez pas d'utiliser des mètres. On doit utiliser nos unités standards internationales. Et la fréquence, remarquez, mètre et mètre s'annulent. Donc, on finit avec des unités pas mal spéciales. On finit des 1 par seconde. C'est 22,6 périodiques. Donc, 22,6 périodiques, c'est juste 8,0 cm. Disons que je suis prêt jusqu'à 2 chiffres significatifs, comme ça, on peut arrondir à quelque chose qui fait de sens. 22,66666 devient 23, 1 sur seconde. Ceci, c'est vrai, c'est pas faux. En physique, au lieu d'avoir des par seconde, au lieu de dire « Ah oui, la fréquence est de 23 par seconde », 23 cycles par seconde, 23 ondes par seconde, 23, c'est des quelque chose par seconde. Au lieu d'écrire ça, on écrit des hertz. Et ça, c'est l'unité standard internationale, Hz. Donc, 23 hertz. Si la fréquence est 23 Hz, ça veut dire qu'on est capable d'envoyer 23 ondes par seconde. Ben, c'est pas réaliste là, dans mon problème. La personne est en train de checker. Là. 1, 2, 3. Comme, tu peux en envoyer peut-être un peu moins que ça. Peu importe. C'est rien qu'un exemple. 23 Hz. Puis là, si je te demanderais d'aller trouver la période d'une onde, combien de temps est-ce que ça prend pour envoyer une seule onde?
Là, on utilise t égale 1 sur f. Ou f est égal à 1 sur t, peu importe, ça revient à la même chose, c'est la même équation. 1 sur, on utilise la valeur non arrondie, qui nous crache 0,04417 secondes. Donc 0,044 secondes. Donc ça prend 44 millisecondes pour faire une onde, pour envoyer une onde. Je peux envoyer 23 ondes par seconde. Donc c'est pour ça que les deux, la fréquence et la période, sont très étroitement reliés. Un est effectivement à l'inverse de l'autre. Allons faire un autre exemple. L'exemple est, tu es à la plage et tu observes les vagues qui viennent lécher le rivage. Toutes les 3,5 secondes, une nouvelle vague arrive. Que sont la période et la fréquence de ces vagues? OK. Donc, tu es là, tu regardes les vagues, ils sont en train d'avancer vers toi, et il y en a une nouvelle qui frappe à chaque 3,5 secondes. Donc, ça veut dire que celle-là va frapper à un certain point. On va commencer le timer, ça va être t égale 0. Je vais mettre un petit t. Petit t égale 0. Pas un j, mais un t. Et ensuite, à un deuxième temps, t2, la deuxième vague va frapper, puis après ça, ça fait 3,5 secondes qu'elle est arrivée. Donc, chaque 3,5 secondes, tu vas avoir une nouvelle crête qui va frapper la plage. Qu'est-ce qu'on vient de te donner? Bien, on vient de dire que ça prend 3,5 secondes pour chaque fois qu'une onde arrive. Donc, la période est égale à 3,5 secondes. Okay? Ça l'aide à dessiner. Des fois, on va te décrire quelque chose qui te décrit la moitié d'une période. Donc, il faut bien que tu comprennes bien la situation. Donc, T, 3,5, c'est facile, c'est explicite. La fréquence, elle, c'est l'inverse de la période. Et tant qu'on connaît la période, on a juste besoin de la rentrer dans notre équation qui nous crache notre valeur de la fréquence. 0,2857 Hz. Donc, fréquence égale à 0,29 Hz. Donc, en d'autres mots, combien d'ondes par seconde frappe le rivage? Juste 0,29, même pas une au complet. Ça fait du sens. On a besoin de plus qu'une seconde pour remarquer une onde au complet. Ça prend 3,5. Donc, c'est certain que ma fréquence ne sera pas 1 ou plus. Il faut que ça soit plus petit que 1. Il y en a moins qu'une onde, une vague par seconde qui va frapper le rivage. Bon, période, fréquence. OK. Notre prochain exemple est un peu plus élaboré. Donc, on va le lire. Tu génères une suite d'ondes en remuant rapidement une extrémité d'une corde à linge de 8,5 mètres de longueur. Donc, voilà ma corde à linge. J'ai une longueur de 8,5 mètres, puis je suis en train de la remuer. Je suis en train d'envoyer des ondes dedans. Tu constates que les crêtes d'ondes sont à environ 0,5 mètres. Donc, les deux crêtes sont séparées de 0,5 mètres. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous donner? Bien, ils viennent nous donner notre lambda. Okay, les deux crêtes sont séparées de 0,5. Voilà ma longueur d'onde. C'est bien. Et que la première impulsion, donc la première que j'envoie, la première impulsion, ça lui prend un certain montant de temps d'aller et retour. Et ça lui prend 2,5 secondes. Faites attention, juste à cause qu'ils ont donné un temps ne veut pas dire que c'est la période. Okay, c'est des problèmes de main, il faut faire attention. Les maths sont simples, mais comprends la situation avant de commencer. Donc, ils nous disent que longueur d'onde est 0,5 mètres, à cause des deux crêtes sont séparées de 0,5. La longueur totale de la corde est 8,5. Et le temps que ça prend pour qu'une impulsion part de l'origine et réfléchit et revient est de 2,5 secondes. On veut trouver la fréquence et la vitesse. Okay. On connaît notre lambda, on connaît la longueur de la corde, on connaît le temps, on ne connaît pas la fréquence ni la période encore, donc je ne peux pas sauter à ça tout de suite. Allons voir si je peux voir quelque chose dans la vitesse. Quand on parle de vitesse et lambda, ça devrait penser équation d'onde universelle. V égale lambda F. On connaît la vitesse, on ne connaît pas la vitesse, mais on connaît lambda. On ne connaît pas la fréquence. On pourrait-tu connaître la vitesse? Attends une minute. On a parlé qu'une impulsion est capable de traverser 8,5 mètres, ensuite un autre 8,5 mètres en 2,5 secondes. Donc, ma vitesse ici, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. La vitesse, en général, n'importe quelle vitesse, même pour les ondes, c'est là qu'on avait commencé. Notre équation d'onde universelle, on avait commencé avec ça. Cause l'onde, il faut qu'elle parcourt une distance par un temps. Quelle distance est-ce que mon impulsion a parcouru? Ça va être 8,5, ensuite un autre 8,5. Aller-retour. Hein, on a dit que ça a pris 2,5 pour aller et revenir. Donc, la distance totale qu'elle a parcourue, 17 mètres. Combien de temps que ça lui a pris? 2,5 secondes. Donc, à quelle vitesse est-ce que mon onde bougeait dans la corde à linge? Donc, elle bougeait à 6,8 mètres par seconde. Hey, voilà déjà une de mes réponses, la vitesse de l'onde.
Si une impulsion bouge à 6,8 mètres par seconde, c'est certain que toutes les autres ondes bougent à la même chose. C'est le même milieu. La corde à linge n'a pas changé. Donc, je connais maintenant la vitesse, je connais la longueur d'onde. On peut trouver notre fréquence. Fréquence égale V sur lambda. Fréquence égale 6,8 mètres par seconde sur 0,5 mètres, qui nous donne une fréquence de 13,6 Hz. Et voilà. Une chose à remarquer, comment est-ce qu'on peut changer le milieu? Avec une corde, d'habitude je vous montrerai avec un slinky, lorsque le slinky est étiré à une certaine longueur, on peut faire bouger des ondes, on peut envoyer une impulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le milieu? Dans ce cas-ci, le slinky est le milieu. Pour changer le milieu lui-même, on peut changer sa densité. Dans un slinky, ceci voudrait dire l'étirer plus loin. Plus que le slinky est étiré, plus qu'il y a une tension à l'intérieur, plus qu'il serait dense. Donc, si j'envoie une onde, elle va bouger beaucoup plus vite quand le slinky est étiré beaucoup plus long que s'il serait plus près, il serait moins étiré. Donc, on peut changer les milieux dans une corde en la rendant plus étirée. Dans une guitare, on peut faire varier la tension. Effectivement, c'est ce qu'on fait pour toutes les cordes. On entend des sons différents à cause que chaque corde est tendue à des différentes tensions. Plus qu'on étire ou on dilate ou on laisse aller la tension d'une corde, on peut changer son son. Donc, de la même façon, on peut étirer ou enlever de la tension d'un slinky ou dans une corde, comme ici, ou même dans l'air. Si on fait varier la densité de l'air ou même la température de l'air, on peut faire varier la vitesse du son. On va voir ça dans quelques sections. Donc, c'est fini là pour aujourd'hui. Travaillez les devoirs, comme j'ai dit, pas des maths difficiles. Les dessins aident beaucoup, beaucoup dans celui-ci, surtout quand on parle de différentes ondes et des impulsions. Assurez-vous de vous faire des dessins pour faire les devoirs. Posez-moi des questions sur le classroom si vous en avez. Puis on se revoit au prochain meet ou la prochaine leçon. Ciao!